Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Grégory Kenneth, président du Conseil scientifique de l'Observatoire Monuments historiques et développement durable, qui vient d'être créé par la Demeure historique, plus ancienne association française de défense du patrimoine habité et vivant. Quand le modèle coopératif s'engage pour la souveraineté des données, c'est le thème de notre débat avec l'exemple de Starting Block, société coopérative d'intérêt collectif qui vient de recevoir le soutien de la société de financement COP Venture. Et puis dans notre rubrique Startup, la bonne idée du jour, elle est signée Zalgue, qui veut mettre les algues bretonnes dans nos assiettes. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Grégory Kenneth. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur en histoire de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay et président du Conseil scientifique de l'Observatoire Monuments historiques et développement durable, observatoire qui vient d'être créé par la Demeure historique, qui est la plus ancienne association de défense et de préservation du patrimoine habité et vivant. Alors, ça nous passionne évidemment, nous c'est notre thème, l'impact et tous ces enjeux environnementaux, mais alors pourquoi lier patrimoine et environnement ? Eh bien justement parce qu'ils ont été séparés. C'est-à-dire que la séparation entre patrimoine culturel et patrimoine naturel a coupé les monuments historiques de leur parc, pas tout à fait, mais disons de leurs forêts, de leurs étangs, de leurs champs, de leurs prairies, qui existent toujours et qui en fait ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans la valorisation et dans le récit qui est raconté. Et donc l'idée, c'est très simplement, au moment où il faut réussir la transition écologique, mobiliser toutes les forces, eh bien il y a un potentiel considérable qui remplit déjà des services, mais qui pourrait en remplir encore plus en construisant cet observatoire, ces indicateurs et une démarche de progression. Quand vous parlez d'un potentiel considérable, ça représente quoi, des milliers, des dizaines de milliers d'hectares ? Pour vous donner une idée, Terre de Liens, qui a de l'installation de jeunes agriculteurs, depuis qu'ils existent, ont réussi à mobiliser 10 000 hectares. 10 000 hectares, ce sont simplement les 112 personnes qui forment les audacieux du patrimoine. Et comptant que la demeure historique a 3 000 adhérents, potentiellement, c'est 300 000 hectares qu'on peut mettre en mouvement. Qui peut dire aujourd'hui, je peux mobiliser 300 000 hectares de forêts, d'étangs, de zones humides, de prairies, qui remplissent déjà des services et qui vont en remplir encore plus pour soutenir la biodiversité et nos territoires. Et alors, on va essayer de comprendre comment, justement, il pourrait rendre encore plus de services. La mission de cet observatoire, quelle sera cette mission ? Alors, la mission de cet observatoire, c'est une démarche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a cette hypothèse, cette proposition, mais il faut l'établir de manière robuste, quantifiée. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des mots d'ordre. Et donc, chacun des critères qui est proposé donnera lieu à une évaluation et, pour certains d'entre eux, à la création d'une méthode scientifique. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des éléments sur la biodiversité, mais qui sont centrés sur des espèces remarquables, les chauves-souris, les oiseaux, etc. Mais qu'en est-il de tous les petits organismes beaucoup plus communs qui remplissent des services extraordinaires ? Qu'en est-il du sol, de ses composants ? Eh bien, ça, il va falloir le mesurer. Et de quelle manière la présence des êtres humains dans ces domaines qui ont été profondément modifiés enrichit la complexité de la nature et sa fonctionnalité. Ça, aujourd'hui, on n'a pas la méthode pour le mesurer, il faudra la créer. D'accord, donc vous créez la méthode, et ensuite, si je comprends bien, l'objectif, ça va être de donner quoi, une sorte de feuille de route, ou de proposer une feuille de route ? Absolument, parce que ce qui est durable, c'est la capacité à se transformer. Et donc, il faut mesurer pas simplement un résultat à un moment donné, mais la démarche de progression. Et à partir de 5 monuments tests que l'on a retenus, on proposera une feuille de route pour tous les propriétaires gestionnaires, et les capacités eux-mêmes de s'engager dans cette démarche, qui pour certains existe déjà, par bribes, mais qui n'a pas cette cohérence d'ensemble et cette méthodologie. Alors il y a près de 46 000 sites et immeubles, et puis sans compter les objets, 280 000 objets mobiliers qui sont protégés au titre des monuments historiques. Sur ces 46 000 sites et immeubles, il y en a, je crois, un quart qui sont en mauvais état, voire en péril. Je me pose la question du financement, c'est-à-dire que quand on a déjà du mal à trouver du financement pour parfois remettre en état les bâtiments eux-mêmes, est-ce qu'on va réussir à trouver l'argent pour transformer les parcs, les forêts, les étangs qui sont autour ?
Mais si, parce que justement, ce n'est pas le même guichet de financement. D'accord. C'est-à-dire que le guichet de financement qui est consacré au patrimoine bâti, il a ses limites, on le sait, même s'il faut le soutenir. En revanche, vous avez des leviers de financement qui existent aujourd'hui pour la transition écologique, qui pour certains d'ailleurs sont sous-utilisés, et qui pourraient justement être mobilisés par ces monuments. Donc, non, au contraire, vous avez un levier qui est absolument considérable, et en particulier pour des fonds européens. On sait que la France ne mobilise pas suffisamment ses capacités par rapport aux fonds européens. Tous les jours, vous avez des programmes de soutien à la transformation des terres agricoles, à la transformation en transition énergétique, etc. Et donc, ça fait partie aussi de la méthodologie et de l'objectif que les propriétaires gestionnaires puissent repérer, comme ceci, ces nouveaux guichets de financement et soutien et mécènes aussi à mobiliser. Ouais. Alors justement, qui sont ces propriétaires gestionnaires? Il y a beaucoup de privés, d'entreprises privées ou de propriétaires privés? Alors non, ce sont des personnes privées. Alors certaines ont été amenées peut-être à constituer une société pour des raisons familiales de transmission, etc. Et ce qui est particulier, c'est que ce sont des monuments habités. Et ça, c'est un élément essentiel de la méthodologie, c'est-à-dire que la durabilité ne peut pas être simplement de mettre sous cloche des monuments pour les transformer en musée ou en hôtel de luxe, ce qui a ses limites financières et quantitatives. Mais le fait d'être habités veut dire qu'ils sont à la fois entretenus, transmis, et c'est ça qui fait la durabilité. Donc, vous voyez, encore une fois, la méthode, c'est qu'on ne considère pas simplement un moment donné, mais on regarde la capacité à se transformer. Et se transformer, c'est tout simplement s'adapter. Et aujourd'hui, s'adapter, c'est s'adapter aux enjeux environnementaux et climatiques. À quel point ce sont des parcelles de biodiversité, les sites, les lieux dont vous nous parlez? Alors, on le sait par un certain nombre d'indicateurs, je dis les espèces remarquables. Certains propriétaires, de leur côté, ont engagé des démarches très volontaristes. Par exemple, le château de Bétange, qui fait partie des 5 monuments, ils ont classé leur allée de marronniers. Ils ont considéré ce qu'on appelle un OR. C'est avec la LPO pendant 99 ans. Donc, la LPO, Ligue de protection des Exactement. oiseaux. Donc ce sont des éléments qui mesurent, mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez une discipline qui s'appelle l'écologie fonctionnelle, qui a été créée il y a quelques années. Sandra Lavorel a eu la médaille d'or du CNRS l'année dernière pour ceci, qui a démontré que ce qui fait la richesse d'un écosystème, ce ne sont pas des espèces remarquables, c'est que l'on voit, ce qu'on admire, mais c'est la diversité de tous les organismes et les liens fonctionnels entre eux. Et donc ça, il faudra l'étudier. Ce n'a encore jamais été fait pour un monument historique. Et justement, ces sites-là, à quel point ils sont eux-mêmes impactés par le changement, le réchauffement climatique? Alors ils sont déjà dedans. C'est les modifications pour la question des arbres, les variétés d'arbres, la disponibilité en eau. Mais justement, une des hypothèses que l'on veut tester, c'est que la particularité de ces monuments sont des monuments qui existent depuis des siècles, qui n'ont pas arrêté de se transformer. En réalité, contrairement à ce qu'on raconte souvent en termes patrimoniaux, en imaginant un état idéal figé dans le temps. Et donc, ils ont une capacité à se transformer qui peut être mobilisée. Mais ça aussi, il va falloir l'établir. C'est une hypothèse. Ils ont une capacité peut-être supérieure à d'autres types de bâtiments. On sait que les bâtiments des années 70-80 ont une très faible capacité d'adaptation, par exemple, ce qui n'est pas le cas de ceux-là, qui ont une inertie thermique, qui ont des aérations naturelles. Mais il faut changer complètement en fait, le regard et le référentiel. Quand vous parliez de la Ligue de protection des oiseaux tout à l'heure, ça concerne aussi des cathédrales, des châteaux qui se retrouvent avec des espèces protégées dans leurs combles et qui, au moment où ils engagent des travaux, doivent les prendre en compte? Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà bien pris en compte par les propriétaires gestionnaires, parce que dès que vous engagez des travaux, vous vous rendez compte que les combles qui ne sont pas aménagés, qui sont même un petit peu troués ou un peu aérés, abritent tout un tas d'espèces. Par exemple, les chauves-souris, on connaît très très bien le rôle que jouent les monuments pour la préservation des espèces menacées de chauves-souris sur le territoire français. Un certain nombre d'oiseaux aussi. Et ça vaut pour les monuments publics aussi. Et ces lieux, qui sont des lieux de patrimoine, ils peuvent, d'après vous, aussi être des lieux de sensibilisation aux enjeux du dérèglement climatique? Bien entendu, et là, je pense qu'il y a un levier en France qui n'a jamais été mobilisé. Ce qui est la particularité de la France, c'est cet attachement à l'histoire, au patrimoine, une histoire commune entre tous les êtres vivants qui habitent ce territoire. Et il y a la possibilité de constituer une sorte de lieu de mémoire, de sensibilisation, en montrant que dans certaines situations, je dis bien dans certaines situations, les êtres humains, par leur présence, enrichissent la complexité, font du bien,
à d'autres êtres, se font du bien à eux-mêmes. Et c'est un nouveau discours, en fait. L'écologie a une matrice états-unienne qui est celle de la séparation entre les êtres humains et la nature. Le paradis perdu, l'homme qui est en expulsé, c'est la version puritaine et protestante très sombre qui est là. Et il y a autre chose, une autre voie, qui est une forme de coexistence, d'alliance, mais qui demande à être construite et qui n'a jamais été portée politiquement, d'ailleurs, très très peu. En France, c'est tout à fait étrange. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci Grégory Kenneth Merci. Et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre débat. On parle souveraineté des données tout de suite. Quand le modèle coopératif s'engage pour la souveraineté des données, c'est le thème de notre débat avec Patricia Abraham. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice générale de Coop Venture. Sylvain Lebon, bonjour et bienvenue. Directeur général, directeur des ventes de Starting Blocks. Question de présentation pour démarrer, Coop Venture, en quelques mots. Alors, Coop Venture, c'est un fonds d'investissement d'un nouveau genre qui a été créé par le mouvement coopératif et des collectivités territoriales de la région de Grenoble. Et l'objectif, c'est de venir en fonds propres auprès des entreprises, donc de les financer en fonds propres, mais on ne leur impose aucune clause de liquidité. Alors, dans le jargon, ça veut dire qu'on ne leur demande pas de se revendre pour valoriser le capital qu'on a mis. On a un autre mécanisme. Le mécanisme, c'est qu'une fois qu'elles se sont développées, qu'elles ont créé de la richesse, on leur demande de réinvestir dans notre fonds. Et une fois que c'est fait, on sort de leur capital. D'accord. Voilà. Le modèle, effectivement, est simple et se démarque des modèles classiques de capital risque, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment un modèle différent. Starting Blocks, en quelques mots. Starting Blocks, c'est une technologie de partage de données qui permet aux entreprises de rendre leurs données accessibles et trouvables à leurs clients sans être dépendants des plateformes. Elle existe depuis quand, cette entreprise ? Ça fait 5 ans que ça existe. Et vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Alors, ça fait 5 ans qu'on s'est lancé. On est aujourd'hui, on a une trentaine de clients. On vient de faire du coup une levée de fonds avec Coop Venture. Et aujourd'hui, le marché est vraiment en train de s'ouvrir avec la dynamique européenne sur les data space. Et donc, on a une phase de croissance là, qui démarre avec des nouveaux partenaires. Et donc, ce financement, effectivement, de Coop Venture à hauteur de 300 000 €, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi cet engagement ? Alors, on a bien compris la logique de l'entreprise, mais pourquoi spécifiquement Starting Blocks ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles on a souhaité, non seulement financer, mais maintenant accompagner au long cours, en fait, Starting Blocks. Tout d'abord, il y a un marché, un enjeu politique. Je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais il y a une hégémonie sur la donnée côté US et Chine, enfin plutôt ces 2 blocs. Et en fait, l'Europe investit massivement pour que des entreprises européennes retrouvent souveraineté sur leurs données avec des technologies de type Starting Blocks. Donc, déjà, nous, on voyait un intérêt côté marché et côté contexte politique porteur. La deuxième raison, c'est que Sylvain va être content d'entendre ça. Il y a de véritables rockstars dans cette techno, dans leur équipe, c'est-à-dire vraiment des experts mondiaux pour arriver à faire discuter différentes banques de données qui restent au sein des entreprises. Et la troisième raison, c'est que c'est une entreprise qui est une entreprise coopérative et c'est pas un vain mot chez eux. Il y a une vraie sincérité dans leur engagement, dans leur façon de fonctionner, beaucoup de débats. Ils procèdent par consentement et pas par consensus. Enfin, donc on a vu vraiment ces valeurs dans lesquelles nous, on s'est reconnus. Donc c'est les 3 raisons pour lesquelles on a souhaité les accompagner. Bon, alors il y a des rockstars dans votre équipe, vous en faites peut-être partie d'ailleurs. je ne sais pas qui, Patricia. Non, mais alors expliquez-moi un peu plus en détail comment vous participez effectivement à ce défi qui est majeur de souveraineté des données au niveau français et européen. Aujourd'hui, les entreprises, pour se partager des données, elles ont besoin de passer par une plateforme. Et donc, du coup, elles sont dépendantes de cette plateforme pour être en contact avec le marché. Par exemple, sur le marché des hôtels, il y a quelques grosses plateformes, Booking, Hotels.com, Airbnb, et les entreprises doivent passer par ces plateformes pour
avoir accès à leurs clients. Et ça fait qu'elles perdent le contrôle sur leurs données commerciales, leurs données de clients. Ça fait aussi qu'elles sont dépendantes d'acteurs qui leur coûtent de plus en plus cher et qui du coup, les restreignent leur accès au marché. Et ça fait aussi qu'elles perdent toute capacité d'innovation parce qu'elles n'ont plus la main libre sur les leviers qui leur permettent d'interagir avec leurs clients. Et alors donc, vous proposez quoi? Vous proposez, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que des entreprises de divers secteurs vont pouvoir mutualiser leurs données d'une certaine façon? Alors, ce n'est pas mutualisé au sens technique, dans le sens où justement, les gens gardent leurs données dans leur système. Donc, ça leur permet de ne pas avoir besoin d'envoyer ces données sur une plateforme, mais plutôt de garder les données en interne complètement dans leur système sur lequel elles ont la main et de choisir avec qui elles vont partager les données et de quelle manière. Donc nous, on a une technologie qu'elles peuvent utiliser en interne pour rendre ces données accessibles et de l'autre côté pour les trouver. Et du coup, ça permet à des gens de trouver les données qui les intéressent sans avoir besoin de passer par la même plateforme. À quel point c'est innovant technologiquement ce que vous proposez? Parce que quand je vous entends, je me dis, bah oui, c'est du bon sens. Pourquoi on ne fait pas ça depuis des années? C'est du bon sens et c'est même la philosophie du web depuis ses origines. Et c'est sûr que quand on réalise qu'aujourd'hui on a centralisé le web autour de plateformes, bah ça choque par rapport à ce que devrait être le web depuis 30 ans. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on doit passer par la même plateforme pour s'échanger des données quand on veut acheter des choses en ligne, quand on veut réserver un hôtel ou quand on veut s'envoyer des messages. Et du coup, c'est un nouveau paradigme qui est en train d'émerger sur le web, qui du coup est vraiment une révolution par rapport à ces pratiques-là, mais qui est effectivement en phase avec la philosophie et les fondamentaux d'Internet depuis le début. Sur le modèle coopératif, je veux bien qu'on revienne là-dessus, Patricia Abraham, peut-être déjà le vôtre. Vous appliquez, parce que vous financez les entreprises qui ont adopté ce modèle, mais vous l'appliquez à vous-même? Alors tout à fait, on est aussi une coopérative. En fait, on finance des coopératives et aussi des non-coopératives, donc des entreprises classiques, mais qui ont une vision commune sur ce qu'on va appeler le partage du pouvoir et de la valeur. Ça veut dire quoi? Que l'actionnariat est, en tout cas, n'est pas dans les mains d'une seule personne, mais réparti entre plusieurs fondateurs et voire des salariés, et que les décisions sont prises de manière les plus démocratique possible. Voilà, et nous, on se l'applique à nous-mêmes en tant que fonds. Voilà, on a un conseil d'administration où une personne égale une voix. Donc on fonctionne selon ce type de valeurs. Ça veut dire que les valeurs dont vous parlez, pour des sociétés qui ne sont pas des coopératives, c'est presque aussi important que les critères dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le marché, les défis à relever? Oui, en fait, nous, on s'est aperçu, sont des études qui sont aperçues qu'en fait, le modèle coopératif permet une résistance à 5 ans de 10 points supérieurs aux entreprises dites conventionnelles. Donc, on sait que la force d'une équipe apporte en fait cette résistance, cette résilience en fait sur des marchés qui sont quand même très exigeants. Donc, nous, on croit à l'équipe, on croit au partage, je le répète, du pouvoir et de la valeur en fait dans les structures économiques. Si on est cynique, donc ça veut dire qu'en plus, les projets sont plus viables et plus efficaces, si je vous entends bien. Il y a quand même des principes de réalité. Voilà, on pilote des projets qu'on pense économiquement viables, ambitieux et qui atteindront une rentabilité relativement rapidement. Pourquoi vous avez choisi ce modèle aussi, Alors, nous, on est sur un business qui est d'écosystème par nature, parce que les gens doivent s'échanger de la donnée à plusieurs. Et du coup, la notion écosystémique, elle est très importante pour nous, d'un point de vue de valeur, mais aussi, dans ce cas-là aussi, d'un point de vue très pragmatique, parce que le modèle qu'on a choisi, qui est un modèle de coopérative collectif, il permet d'impliquer non seulement des investisseurs financiers au capital, mais aussi des clients, des salariés, les contributeurs et tous les gens qui sont partie prenante du projet. Et ça, c'est un levier d'engagement pour ces gens-là qui est extrêmement fort et ça crée un engagement des équipes, un engagement des clients, et puis un engagement des investisseurs, mais ça, c'est plus traditionnel qu'on ne trouve pas dans d'autres types de structures. Et sur l'engagement des équipes, je reviens au rockstar de tout à l'heure, est-ce que c'est aussi un argument parce que vous êtes dans un secteur qui est
très concurrentiel. Les talents, ils s'arrachent d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est pas le seul, mais peut-être particulièrement dans le vôtre. Est-ce que c'est aussi un moyen de les garder ou de les recruter, quoi? Complètement, oui. Et alors, c'est pas uniquement le biais coopératif, c'est la cohérence globale de l'entreprise. Oui, c'est la manière dont on s'organise, c'est toute la structure de relations entre les gens. Mais effectivement, on a des gens qui sont extrêmement impliqués, qui demandent à revenir travailler quand ils ont déjà travaillé avec nous, et on a vraiment un niveau d'engagement qui est assez exceptionnel. En fait, on a vraiment beaucoup de chance avec nos équipes. Donc il y a CoopVenture qui vous accompagne. Il y a le crédit coopératif aussi, c'est ça? On peut remercier. À quelle hauteur? À hauteur de 200 000 euros. D'accord. Donc 500 000 euros, avec quelle stratégie derrière? 600 000 au total. Parce 600 000, ok. Il m'en manquait 100 et ils sont importants. Avec quelle stratégie derrière? Alors notre stratégie, en fait là il est justement en train de se passer quelque chose sur le marché, parce que la stratégie européenne des données est en train d'arriver à maturité. On a eu toute une phase qui était plus politique et de recherche sur comment ces échanges de données peuvent se passer. Et aujourd'hui on arrive dans une phase de déploiement dans laquelle les entreprises commencent à mettre ça en œuvre. Et donc nous on a besoin d'à la fois faire évoluer notre technologie pour la rendre au plus près des besoins de nos clients, et aussi de rencontrer tous ces acteurs qui ont ces besoins, et de développer d'un point de vue commercial notre action pour être capable d'aller les servir au mieux, quoi. Oui, Patricia Abraham, le modèle, votre modèle que vous nous avez décrit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il donne plus de temps aux startups pour générer de l'autofinancement, par exemple? Qu'est-ce que ça change? Traditionnellement, dans le monde du capital risque, on a cette fameuse clause de liquidité qui parfois stresse un peu les entrepreneurs, et à juste titre, qui est à 5 ans, il va falloir commencer à réfléchir à revendre votre entreprise, soit à un autre fonds, soit on va dire un industriel. Nous, en fait, on s'engage dans une aventure qui peut durer jusqu'à 15 ans avec les entreprises. En fait, on a envie de projets patients, avec des croissances adaptées, raisonnables. Et ça fait vraiment partie de notre modèle. La patience, c'est vraiment un mot-clé en fait dans notre modèle. 15 ans, c'est... Oui, c'est pour ça qu'effectivement, c'est de l'accompagnement, c'est pas seulement du financement. Je reviens au point de départ sur ce défi de souveraineté. À quel point elle nous échappe aujourd'hui? À quel point nos données partent aux États-Unis peut-être prioritairement ou en Chine? C'est du quoi? Du 95%, du 90%? Est-ce que c'est chiffrable? Oui, je ne sais pas si c'est chiffrable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les marchés de consommateurs, pour trouver un taxi, pour s'envoyer des messages en famille ou pour réserver ses vacances, on passe systématiquement par des applications, par des plateformes. Et ces applications, elles sont quasiment systématiquement américaines et parfois un peu chinoises. Et ça fait que les acteurs qui sont sur ces marchés, ils sont complètement dépendants. Et la valeur, en fait, elle part vers les États-Unis ou un peu vers la Chine. Et ce qui s'est passé sur ces marchés-là, c'est un peu primordial que ça ne se produise pas aussi sur les marchés B2B, parce qu'il ne faut pas que l'entreprise automobile ou que l'entreprise agroalimentaire deviennent de la même manière dépendantes d'acteurs américains pour la mise en relation entre les acteurs. Pardon de vous interrompre. Sur le B2C, c'est trop tard? Sur le B2B, l'Europe se réveille suffisamment tôt ou pas? Moi, je ne crois pas que c'est trop tard. Je crois que le numérique, c'est quelque chose qui évolue en permanence, qu'il y a des acteurs qui sont dominants aujourd'hui, que demain, les acteurs qui seront dominants ne seront pas les mêmes. Je pense que la Commission européenne a vraiment une stratégie et qu'elle a compris ces enjeux. Et du coup, les acteurs de demain qui seront dominants seront peut-être européens. Et il y a vraiment des choses à jouer aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'en Europe, il est vraiment en train de se passer quelque chose, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui comprennent cet enjeu et qui voient la difficulté à se partager des données et le risque de se mettre en dépendance de gros acteurs. Et donc aujourd'hui, des acteurs qui investissent des sommes assez considérables sur ces questions-là. Donc il y a une dynamique sur le secteur. Dernier mot. Et si je peux me permettre, un des secteurs privilégiés, c'est le secteur des médias. Très bien, génial. Il n'y a plus qu'à alors. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter ce partenariat entre CoopVenture et Starting Blocks. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Vincent Lacaze. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Zalg, entreprise basée à Vannes, créée en 2021 avec Tanguy Gestin. Et avec quelle idée? C'est quoi le point de départ?
Notre approche est de valoriser la consommation des algues en France, en Europe. Les algues sont une ressource assez incroyable qu'on sait produire localement, mais qui sont pourtant absentes de notre quotidien alimentaire. Ouais, alors c'est étonnant parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours mangé des algues. Oui, tout à fait. Les algues sont d'ailleurs les premiers êtres vivants à être apparus sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Elles sont consommées de façon quotidienne en Asie, notamment au Japon, en Corée, où il y a une consommation de près de 9 kilos par an par habitant. C'est notre consommation de salade en France. Donc on ne vient pas inventer quelque chose de nouveau. C'est un produit qui est déjà consommé. Qui est très bon. Qui est très bon en goût, c'est l'argument principal, mais qui est effectivement également bon nutritionnellement. Et surtout, c'est l'aliment de culture aujourd'hui le plus durable. Ouais. Et pour l'instant, les algues qu'on consomme en France, elles viennent d'où? D'Asie, majoritairement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 95% des algues consommées en France viennent de Chine et de Corée du Sud. Et donc, on propose deux choses. D'une part, des substituts à ces importations lointaines, donc avec des produits fabriqués en Bretagne avec des algues françaises, une qualité supérieure, une traçabilité complète, et également des produits végétaux, toujours à base d'algues. Donc, on parle d'algues de culture, c'est bien ça? Tout à fait. Comment on cultive des algues? Alors, les algues sont cultivées en pleine mer ou en bassin, certaines. Nous, on va principalement travailler avec des algues cultivées en pleine mer. Et déjà, on peut cultiver uniquement des algues qui existent à l'état sauvage. On ne va pas introduire des algues venues d'ailleurs. Donc, c'est des algues qui existent en pleine mer. Et on va venir les positionner sur ces jeunes pousses qu'on va venir positionner sur des cordages en pleine mer qui vont pousser comme ça, sans intrants, sans pesticides et sans eau douce. Ouais. Et ensuite, ça se récolte comment? Pardon de poser des questions vraiment de béotien, quoi. Effectivement, c'est une culture qui est nouvelle. Donc, ça va être des barges qui vont venir. Donc, les algues sont positionnées sur ces cordages, ces jeunes pousses, au mois d'octobre, novembre. Elles vont pousser tout l'hiver et être récoltées autour du mois d'avril par des barges qui vont venir récupérer donc, ces algues qui ont grandi, qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres de long. D'accord. Et ensuite, on les transforme et on les envoie, on les met dans nos assiettes. Apport nutritionnel, ça m'intéresse aussi. Ouais. En quoi c'est un aliment intéressant? C'est un aliment intéressant qui va apporter surtout des richesses minérales très intéressantes. Ouais. On peut retrouver plus de calcium que dans du lait, par exemple. On va retrouver de l'iode, des oligo-éléments également, des fibres, et beaucoup, et un peu de protéines. C'est calorique? Très peu calorique, justement, c'est ça l'intérêt aussi également des algues, et elles vont procurer un sentiment de satiété assez rapidement. Donc c'est un aliment santé avant et un aliment surtout bon, tout simplement. Est-ce qu'il y a des chefs, des grands cuisiniers qui s'en emparent? Alors oui, depuis longtemps, les algues sont rentrées dans la haute gastronomie. Aujourd'hui, nous, notre approche, ça va être de vraiment proposer l'algue auprès du grand public. Le chef Thierry Marx est dans l'aventure à nos côtés. Et donc, il a investi dans l'entreprise? C'était effectivement... C'est un conseiller, c'est un... Alors les deux, c'était un de nos premiers investisseurs au tout début. Et aujourd'hui, il est actif à nos côtés sur du développement produit, sur de la recherche culinaire. L'idée est de se dire, les algues, ça va avec quoi? On ne va pas changer les consommations, on ne va pas pousser les gens à changer leurs habitudes alimentaires, mais c'est se dire comment inclure l'algue dans un quotidien, dans des habitudes existantes. Ouais. Parce que ce n'est pas une tradition culinaire française. On a expliqué que ça existait depuis très très longtemps, que c'était consommé énormément ailleurs, mais en France, c'est vrai que ce n'est pas dans nos traditions. C'est tout l'enjeu, donner une place à l'algue dans notre quotidien alimentaire, dans notre patrimoine culinaire français. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un bœuf bourguignon, dans les recettes traditionnelles françaises, vous ne retrouverez pas d'algues. Ouais. Donc on y travaille. Mais quand on regarde avec un peu de recul, aujourd'hui, ce qu'on consomme, la pomme de terre vient d'Amérique du Sud, les tomates qui on associe à la cuisine du Midi, du Sud, vient également d'Amérique du Sud. Donc aujourd'hui, en fait, beaucoup d'aliments qui sont présents dans notre patrimoine culinaire français viennent d'ailleurs initialement, et c'est ce qu'on souhaite entreprendre avec l'algue de façon un peu plus courte dans le temps. Il y a un mode de distribution, vous les vendez à des marques, un mot rapide là-dessus? Là-dessus, on est producteurs, transformateurs d'algues, et on commercialise nos produits auprès des professionnels de la restauration, et on lance toute une gamme de produits en réseau bio, notamment chez Biocoop, avec un lancement national sur un ensemble de produits à la fois élaborés au rayon frais et puis de produits secs, d'épicerie sec. Et ben voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter Zalgues. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.